Bonjour tout le monde. Mon nom est Colette Lelièvre. Je suis responsable des campagnes à Amnesty International Canada francophone. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire organisé en collaboration avec Action Réfugiés Montréal et qui portera sur un regard particulier sur la détention des personnes migrantes au Canada avec Jenny Jane. Je voudrais au départ reconnaître que je suis située en territoire autochtone non cédé, où la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. Tiohtià:ke, connu sous le nom de Montréal, a été historiquement un point de rencontre pour plusieurs peuples autochtones, y compris les Wendat, les Abénaquis et Anishinaabeg. Maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu de quoi on parlera pendant tout le webinaire. Par une entente avec l'Agence des services frontaliers du Canada, Action Réfugiés Montréal visite le centre de surveillance de l'immigration à Laval chaque semaine. Action Réfugiés Montréal visite les personnes détenues pour raison d'immigration depuis sa création en 1994. Jenny Jane, coordonnatrice du programme de détention depuis 2005, s'y rend pour offrir de l'information juridique et de l'accompagnement à toutes les semaines finalement. Coordonnatrice du programme depuis 2005, Jenny partagera ses observations sur les tendances et les enjeux sur la détention des personnes migrantes et proposera des pistes de solutions à la fin. Jenny est également impliquée au Conseil canadien pour les réfugiés sur les dossiers de détention et de protection au Canada. Enfin, je voudrais vous dire aussi que Laurence Lallier-Roussin d'Action Réfugiés Montréal modérera le chat et pourra à la fin poser toutes les questions que vous aurez partagées dans le chat, mais aussi dans la section questions-réponses. Pour des fins que tout le monde ait un bon son, le son de tout le monde sera coupé pendant les interventions. Alors, bienvenue et à toi la parole, Jenny. Mais tout d'abord, merci beaucoup à Colette et à ses collègues de Amnesty pour l'accueil. Comme Colette a dit, ça fait longtemps que je visite les personnes en détention. Puis c'est toujours important pour nous de pouvoir partager un peu de nos expériences. Colette, est-ce que tu voulais partir avec les questions? Oui, tout à fait. Alors, comment on va fonctionner? Je vais poser des questions à Jenny qui pourra y répondre, mais par la suite, je vous invite tout le monde à partager les questions ou commentaires que vous aurez auxquels Jenny pourra répondre à la fin. Donc, en premier, j'aimerais que Jenny, tu nous expliques brièvement comment tu es arrivée à détenir le poste de coordonnatrice du programme détention au sein de Action Réfugiés Montréal, puis aussi quelles étaient tes expériences passées qui t'ont permis d'obtenir ce poste? Et pour moi, ça a commencé quand j'étais bénévole à un organisme qui s'appelle Projet Genèse, que plusieurs connaissent peut-être, un organisme qui défend les droits et aide les personnes qui tombent entre les cracks de différents systèmes administratifs où elles peuvent se perdre. Et j'aimais beaucoup cette approche, alors j'ai décidé d'aller étudier en travail social pour m'outiller à faire ce type d'intervention. Mon première expérience terrain, c'était auprès de demandeurs d'asile. Donc, j'ai commencé très vite au projet Refuge, qui était une ressource d'hébergement de la mission communautaire de Montréal. J'accompagnais des demandeurs d'asile qui habitaient à la résidence et c'est là que j'ai connu la détention pour la première fois, quand un des demandeurs d'asile qui résidait pendant quelques semaines a été arrêté lors de son entrevue avec un agent d'immigration pour débuter sa demande d'asile. Il est passé au centre à Laval. Il y a fait plusieurs semaines, faute de preuves d'identité. Je suis allée à l'époque le visiter au centre et je vais toujours me rappeler de la peine qu'il vivait, surtout pour lui, de ne pas pouvoir aller chanter à l'église les dimanches. C'était sa façon de gérer ses traumatismes et il était incapable de le faire. Ça va vraiment me marquer pour toujours.
Avant de travailler chez Action Réfugiés, j'ai poursuivi mes études à la maîtrise au comité d'aide aux réfugiés où j'accompagnais des demandeurs d'asile déboutés et à l'époque des familles qui habitaient en sanctuaire dans des églises. Alors, j'ai connu vraiment tout ce qui est de l'expulsion. C'est en 2005 que j'ai eu la chance d'avoir le poste chez Action Réfugiés Montréal. Et j'ai commencé à l'automne 2005 à visiter le centre de détention à Laval chaque semaine. Et je le fais depuis jusqu'en mars 2020, quand on a vécu certains changements à cause de la COVID que je vais expliquer tout à l'heure. C'est avec des stagiaires et depuis 2016, une collègue à temps partiel que nous visitons le centre pour rencontrer des centaines de personnes par année. En 2019, c'était un record. On a rencontré plus de 700 personnes en détention, certaines seulement une fois et d'autres pendant des semaines ou des mois. Dans le cadre de ton rôle de coordonnatrice, tu informes et tu accompagnes les personnes migrantes détenues pour des motifs d'immigration. Peux-tu nous expliquer plus en détail en quoi cela consiste? Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir par où commencer. Surtout, je ne sais pas qui est avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que les personnes savent déjà sur la détention. La majorité des personnes détenues pour des raisons d'immigration dans la région de Montréal le sont au centre de surveillance de l'immigration à Laval. C'est un de 3 centres au Canada dédiés à cette fin. Il y a un autre à Toronto et un nouveau à Surrey, en Colombie-Britannique. À Laval, c'est dans un bâtiment qui appartient à Correction Canada, qui est utilisé pour des fins d'immigration depuis les années 90. Certaines le connaissent peut-être sous l'ancien nom, qui était le Centre de prévention de l'immigration. Ça se compare par le niveau de sécurité à une prison à sécurité moyenne. Action Réfugiés Montréal a une entente avec les autorités qui gèrent le centre, l'Agence des services frontaliers du Canada, qui nous laisse accéder à des zones sécurisées à l'intérieur du centre. Cette entente, qui était autrefois informelle, a été formalisée en 2002. Souvent, les gens nous demandent comment se fait-il qu'on a cet accès. Je pense que c'est parce que nous sommes là depuis très longtemps que nous avons pu maintenir cet accès. L'accès est quand même devenu plus difficile au fil des années. On a l'obligation d'obtenir une cote de sécurité fédérale qui pose un obstacle administratif. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, mon écran est gelé, mais pour vous, ça va? D'accord. On a perdu l'accès aussi à certaines zones à l'intérieur du centre, donc on se bat pour vraiment maintenir notre accès. Ceci étant dit, chaque semaine avant la COVID, on circulait dans les zones communes pour parler aux personnes détenues. Le contact est vraiment informel, ce qui est un défi parfois parce que ça manque d'intimité, de confidentialité. Par contre, on a vraiment une proximité avec les personnes qui nous permet de les rejoindre, surtout ceux qui peuvent être méfiants, plus vulnérables ou avoir des barrières à la communication, souvent communiquent par des gestes. Depuis 2013, on a augmenté la fréquence de nos visites à 2 fois par semaine, surtout à cause de changements au système d'asile à l'époque, qui l'a rendu plus rapide et plus complexe. La stabilité de nos interventions, ça peut être un défi. Ce n'est pas une chose acquise parce qu'on doit toujours chercher des fonds. On n'a pas de fonds publics pour nos actions. Mais quand même, depuis 2016, on a assez de ressources pour une 2e personne à l'équipe pour les visites en détention. Et on a présentement notre collègue Laurence Lallier-Roussin qui travaille avec moi pour ces visites et qui est aujourd'hui ici avec nous. Le but de notre intervention, c'est avant tout d'aider les personnes à comprendre pourquoi ils sont détenus et à démystifier les différentes lois et procédures parfois incompréhensibles
qui fait quoi dans, je dirais, la grosse machine IRCC, ASFC, CISR. Ça veut dire Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, Agence des services frontaliers du Canada, Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Parfois, c'est extrêmement nébuleux, tout ce système. On s'assure que les personnes, si possible, aient accès à un conseil juridique et qui sont en communication avec leurs proches. On évalue leurs besoins, on réfère à des ressources externes, on offre de l'écoute, on porte une particulière attention à la vulnérabilité et on donne une certaine priorité aux demandeurs d'asile. Ça va un peu avec le mandat d'Action Réfugiés Montréal, mais on offre notre aide à tout le monde dans la mesure du possible. Finalement, on essaie de garder des yeux et des oreilles sur les pratiques et tendances en matière de détention pour pouvoir soulever des préoccupations, défendre les droits des personnes détenues. Merci, Jenny. Mais Jenny, ton écran est gelé. Peux-tu, on va juste te suggérer de peut-être arrêter la vidéo pour toi puis essayer de réessayer ta vidéo pour voir si on va te voir. Pour tout le monde, je pense que ça serait plus agréable. Donc, on va espérer que... Ah, voilà. OK, c'est bon. C'est bon. Tu n'es plus gelé. Mais au moins, on t'entendait. On n'a rien perdu. Fait que super. OK. Ensuite, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi les personnes migrantes viennent ici au Canada, puis ensuite les raisons évoquées par le Canada pour la détention. Donc, pourrais-tu nous expliquer davantage cela? Mais je pense que les raisons pourquoi les personnes migrantes viennent au Canada sont vraiment multiples. Alors, je ne vais pas trop en parler. C'est pour chercher l'asile, c'est pour visiter, c'est pour travailler, c'est pour immigrer. Ce sont des travailleurs temporaires. C'est vraiment pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de projets, de besoins. Pour ce qui est de la détention, c'est une pratique qui existe au Canada et dans d'autres pays depuis fort longtemps. La détention pour raison de l'immigration, pour contrôler les personnes étrangères, contrôler les frontières. Au Canada, ça existe depuis des décennies. C'est depuis 2002 que la présente loi, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, donne aux autorités certains pouvoirs d'arrestation et de détention de personnes étrangères et dans certains cas limités des résidents permanents, mais c'est plutôt rare. Les motifs incluent ce qu'on appelle le risque de fuite, risque qu'une personne ne se présente pas, surtout pour son renvoi, l'identité, le danger au public, le contrôle et l'investigation. Pour ce qui est du danger au public, ça touche vraiment une minorité des personnes. C'est en bas de 7% selon les dernières statistiques. L'identité, ce que nous voyons, c'est que c'est souvent appliqué à certains demandeurs d'asile qui manquent des preuves d'identité pour convaincre les agents de leurs identités. Par exemple, des personnes venues à pied par le chemin Roxham dans les dernières années, la majorité n'ont pas été détenues, mais certains ne pouvaient pas convaincre les agents de leur identité et étaient détenus pour cette fin. La raison principale, avant tout, plus de 85%, c'est ce qu'on appelle le risque de fuite. Donc, encore un risque qu'une personne ne se présente pas. Ça peut être quand l'expulsion est imminente, par exemple quand une personne est convoquée au renvoi, ou même quand le renvoi est plutôt théorique, peut arriver à un moment futur, mais il y a des doutes que la personne se présente. Ça peut arriver à l'entrée au Canada, proche d'une date d'expulsion, ou si, par exemple, une personne sans statut est interceptée sur le territoire canadien. Donc, vraiment, à tout moment, ça peut arriver. Quand une personne est arrêtée pour fin d'immigration, elle est menottée et transportée par des agents de sécurité au centre à Laval ou parfois dans une prison provinciale dans la région de Montréal.
Rendu là-bas, les conditions, comme j'ai dit, c'est comparable à un établissement à sécurité moyenne. Il y a une clôture barbelée autour, les personnes sont menottées pour tous les transports. C'est vraiment traumatisant pour beaucoup de personnes d'être menottées et aussi pour les visites hospitalières, une chose qui est vraiment difficile à avaler, c'est qu'il y a des chaînes aussi aux chevilles pour les transports dans les lieux publics comme les centres hospitaliers. Au centre, il y a un haut degré de surveillance et l'accès à la communication en particulier est très difficile. Il n'y a pas Internet, il y a juste des téléphones pour des appels au Canada. Donc, tous les moyens de communication habituels sont difficiles, voire impossibles. Après 48 heures de cette détention, la personne est normalement vue par la CISR, le même tribunal qui entend les demandes d'asile, pour contrôler les motifs de sa détention. Donc, le tribunal va décider si la personne va rester en détention ou peut être libérée. C'est un processus qui se répète régulièrement jusqu'à la libération ou jusqu'à l'expulsion du Canada. Il y a des personnes qui ne sortent jamais. Une personne peut être libérée si le motif n'existe plus ou si, selon le tribunal, le motif ne justifie pas la détention ou si une alternative à la détention est acceptée. Par exemple, un garant, une tierce personne qui vient donner certaines assurances financières et autres au tribunal. Une chose vraiment problématique, c'est que ni la loi ni les critères pris en compte par le tribunal considèrent la condition humaine de la personne. Et on voit beaucoup de personnes avec des vulnérabilités en détention, parfois aggravées ou provoquées par la détention même. On a vu, si je regarde dans le passé, je peux dire que certaines choses qu'on a vues, heureusement, ne se produisent plus. Il y avait une époque où il y avait plusieurs femmes enceintes qui accouchaient en détention et retournaient en détention avec leur nouveau-né. Heureusement, c'est une situation que je n'ai pas vue depuis quelques années. Par contre, on peut voir des personnes malades, handicapées, avec très jeunes enfants en détention. Il n'y a aucun obstacle juridique à ceci. Comme je l'ai dit, certaines personnes ne sont jamais libérées. Ils vont être expulsés directement du centre de détention. Et ça peut vraiment être extrêmement difficile de ne pas voir ses proches avant de partir, d'être transporté à l'aéroport par des agents de sécurité en menottes, de ne pas pouvoir vivre son départ en dignité, mais aussi plusieurs craignent aussi de retourner dans leur pays d'origine. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Une chose que j'aimerais mentionner avant de passer à la prochaine question, c'est un changement législatif important en 2012 qui a créé une autre possibilité de détention obligatoire jusqu'à 6 mois sans audience. Et c'était pour une catégorie de personnes étrangères désignées par le gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir n'est pas utilisé depuis 2012. Malheureusement, il existe toujours dans notre loi. Ça n'a jamais été retiré depuis 2012, presque 10 ans plus tard. On a toujours cette possibilité théorique dans la loi qui pourrait être mise en application si un gouvernement décidait d'aller de l'avant. Merci, Jenny. Compte tenu que tu as une expérience de 15 ans dans le domaine puis dans le travail que tu fais, est-ce que tu vois une différence dans les raisons évoquées par le gouvernement sur les raisons de la détention des personnes migrantes? Puis, est-ce que tu vois aussi s'il y a une tendance différente sur, est-ce que ce sont les mêmes types de personnes migrantes qui sont détenues? Donc, est-ce que tu vois une différence là, sur toute ton expérience que tu as acquise? Vraiment, on peut voir au centre de détention toutes sortes de situations, de parcours migratoires différents, des personnes venant de tous les coins du monde.
Il y a vraiment une mélange puis des changements constants dans le profil des personnes qui sont là. Je peux quand même identifier certaines tendances ou certains changements qui m'ont frappée. Juste pour répéter que parmi les personnes détenues, on peut trouver des personnes qui viennent d'arriver au Canada. Ça inclut des demandeurs d'asile qui peuvent être détenus pour identité, mais aussi des personnes qui viennent visiter ou travailler ou étudier au Canada qui se font refuser l'entrée. Ça aussi, on le voit en détention. On peut trouver aussi des personnes en voie d'expulsion. Ça peut inclure des personnes interceptées sans statut, ayant un visa qui n'est plus valide, ayant perdu leur statut en raison de criminalité ou qui ont été refusés le statut de réfugié, qui ont épuisé tous les recours. Encore une fois, le motif qui revient le plus souvent, c'est le risque de fuite. Les détentions pour renvoi ont toujours eu lieu. Une chose qu'on a vue quand même dans les dernières années, depuis la levée de l'obligation d'un visa pour le Mexique, on voit un très grand nombre de personnes du Mexique qui viennent visiter le Canada, qui se font arrêter directement à l'aéroport, refuser l'admission. Les agents n'acceptent pas leur entrée comme visiteurs au Canada et ils peuvent passer même moins de 24 heures en détention pour être renvoyés dans leur pays assez rapidement. C'est tout un contraste avec des détentions plus longues, de mois, même ça peut aller à des années, car le Canada n'a aucune limite dans sa loi à la durée de la détention. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver de très longues détentions. Chez Action Réfugiés Montréal, on travaille beaucoup avec des demandeurs d'asile. Donc, je peux parler un peu de mon expérience auprès des demandeurs d'asile. Les premières années que j'ai travaillé avec Action Réfugiés, on voyait très souvent des personnes qui venaient avec des faux passeports au Canada pour demander l'asile ici. C'était leur seul moyen de voyager jusqu'au Canada ou jusque dans toute terre d'asile. Ils n'auraient jamais pu obtenir un visa pour venir au Canada. Et certains pouvaient être détenus le temps d'établir leur vraie identité. Dans les années dernières, on voit de moins en moins de ce type de situation. Et il y a certaines explications derrière ça. Le gouvernement canadien investit beaucoup dans les efforts d'interdiction, même à l'échelle internationale. Il y a des agents migratoires, des agents d'intégrité canadiens qui travaillent dans des aéroports européens, par exemple, qui essaient d'identifier les personnes qui possèdent de faux documents. Avec la croissance de la biométrie pour les passeports et finalement, en 2016, on a une genre de mini-visa maintenant pour le Canada, l'autorisation de voyage électronique. Il est devenu extrêmement difficile de venir au Canada avec un faux passeport. Certaines personnes peuvent penser que c'est normal d'interdire cette pratique, mais il faut savoir que les demandeurs d'asile ont très souvent l'obligation de faire recours à des moyens irréguliers, incluant des faux documents, pour chercher la protection, chercher l'asile. Alors ça, c'est une différence et je trouve que le Canada fermait silencieusement la porte à beaucoup de personnes dans le besoin de protection. Tout ça a changé à partir de 2017 avec le phénomène du chemin Roxham. On commençait maintenant à devoir de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont venus par voie terrestre. Encore une fois, la majorité n'était pas détenue, mais quand même, bon nombre, oui. Même des familles avec jeunes enfants, même des personnes en état de grande vulnérabilité. Puis, par effort de ne pas avoir autant d'enfants en détention, on a vu aussi des séparations de certaines familles demandeuses d'asile qui traversaient la frontière. Par exemple, si le père allait au centre de détention et le reste de la famille allait en maison d'hébergement. Je dirais que même si le motif d'identité n'est pas présent dans la majorité des cas, c'est autour de 6% selon les dernières statistiques. Les demandeurs d'asile peuvent rester souvent 1 mois, 2 mois, même 3 mois en détention
Or que pour les autres types de situations, il peut y avoir des durées beaucoup plus courtes. Ça dépend beaucoup de la situation. Alors, à tout moment, au centre à Laval, ce qu'on voyait avant la pandémie, c'était une grande proportion quand même de demandeurs d'asile qui attendaient, qui avaient des difficultés à obtenir les papiers pour sortir de la détention. Encore une fois, être détenu, ça veut dire être privé des moyens de communication nécessaires pour régler le problème. Donc, les personnes peuvent tourner en rond pendant des semaines, voire quelques mois. Et comment ça se passe dans le cadre de ton travail, toi et ton équipe, pendant la pandémie? Ça doit poser des enjeux particuliers. Est-ce qu'il y a une différence de travail de comment vous le faites avant et maintenant? Puis, est-ce que vous réussissez à visiter finalement en personne les personnes détenues? Je vais parler d'abord un peu de comment ça se passe en détention pour terminer par nos actions, comment elles ont changé. Il y a eu depuis, je dirais, avril-mai 2020, une grande diminution du nombre de personnes détenues, pas juste dans notre région, mais à travers le Canada. Les autorités ont vraiment réalisé l'impact de la COVID, même sur leurs pratiques de renvoi. Les renvois ont été suspendus pour la majorité. Et la frontière aussi était plus ou moins fermée aux demandeurs d'asile. Le chemin Roxham n'est pas une option du tout. Les personnes sont retournées aux États-Unis s'ils viennent par la frontière. Donc, tout ça fait qu'il y a eu une très grande diminution, un nombre qu'on n'avait jamais vu avant. L'année dernière, des fois, il descendait jusqu'à 5, parfois même moins de personnes. Il y a eu une augmentation récente. On est plus autour de 15-20 personnes dans les derniers mois. Mais les autorités n'ont pas la même tendance de mettre les personnes en détention qu'ils avaient avant la COVID. Et aussi, le tribunal favorise plus les alternatives à la détention avec tout le contexte de la COVID et les risques de transmission dans le centre. C'est intéressant parce que, comme je disais, en général, la condition humaine ne figure pas beaucoup dans le processus décisionnel, mais avec la COVID, on a vu certains ajustements. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas que les conditions de détention sont prises en considération. Puis il y a quand même des personnes qui passent des mois en détention. Et ce qu'ils vivent, c'est vraiment difficile. Les mesures sanitaires appliquées dans une centre de détention ne sont pas très confortables pour les personnes qui sont là. L'isolement, surtout, et les visites sont suspendues. Pas juste nos visites, mais les visites des proches. Donc, les personnes qui sont détenues sont extrêmement isolées et doivent passer aussi une période de quarantaine quand ils arrivent en détention où ils ne peuvent même pas parler avec les autres personnes détenues. Ils sont vraiment privés de contact. C'est sûr que le risque de transmission de la COVID est plus grand et les autorités font attention, mais il y a quand même eu des cas de COVID dernièrement, ce qui a fait en sorte que toutes les personnes détenues ont dû rester isolées dans leur chambre pour à peu près 2 semaines, ce qui a rendu l'isolement encore plus accru. Même si les renvois sont généralement suspendus, il faut savoir que ça continue, ça n'a jamais arrêté à 100%. Il y a des personnes renvoyées sans recevoir aucune visite avant leur départ. Donc, c'est vraiment difficile. Comment nous avons adopté notre travail? On a dû transformer notre accompagnement dans un accompagnement téléphonique. Donc, au lieu d'aller en personne chaque semaine, on a des téléphones cellulaires avec des numéros de téléphone affichés dans le centre et on essaie de prendre contact avec les nouvelles personnes le plus rapidement possible. Ça va relativement bien. Nous avons quand même hâte de retourner en personne, mais le contact téléphonique se passe bien. Mais c'est sûr qu'avec une hausse importante du nombre de personnes, ce serait vraiment difficile de maintenir le même niveau par téléphone.
parce qu'il y a un nombre limite de téléphones au centre. Mais j'imagine si je surfe un peu sur ce que tu viens de dire, si ça se passe par téléphone, il y a une question de langue aussi, donc ça peut être compliqué pour les personnes qui parlent ni le français ni l'anglais ou une autre langue rapide. Donc, j'imagine que donc il y a des gens qui n'ont certainement pas accès à vos services. C'est sûr que c'est plus difficile. Heureusement qu'on a pu communiquer même dans des rudiments d'anglais, de français ou d'espagnol avec la majorité, mais c'est sûr qu'il y a des cas où il y a des barrières de langue importantes. On essaie de chercher des stratégies pour surmonter ça, mais effectivement, c'est difficile. Mais même quand on allait en personne, on avait des difficultés quand il y avait une grosse barrière linguistique. OK. Et peut-être une dernière question avant de passer à celle des participants et participantes. C'est compte tenu de ton expérience, quelles seraient les solutions pour bien accueillir les personnes migrantes et éviter la détention qui devrait être de dernier recours? Quels sont les enjeux en termes de droits humains? Je vais essayer de faire ça rapide parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux. Peut-être qu'on va y revenir dans les questions. Mais il faut savoir que le premier enjeu quand on parle de détention, c'est la liberté. Enlever la liberté à une personne, c'est grave, c'est pas quelque chose de léger. On dit une détention administrative, mais c'est quand même toucher à ses droits fondamentaux. Les personnes étrangères sont en principe protégées par la Charte des droits et libertés, mais faire appel à des arguments constitutionnels est très difficile pour la majorité des personnes détenues. Donc, ça peut être vraiment difficile pour eux de défendre leurs droits et de faire évoluer les garanties procédurales. Si on compare, par exemple, au système correctionnel, il y a beaucoup de pas à franchir pour améliorer les garanties procédurales. Moi, je dirais qu'il est vraiment nécessaire de mettre cette pratique plus sous la loupe. Ça nécessite une plus grande transparence de la part du gouvernement, mais aussi un plus grand intérêt du public. Donc, je suis contente justement qu'on fait cet exercice aujourd'hui. Un besoin vraiment criant, c'est d'avoir un mécanisme d'imputabilité pour tous les pouvoirs de l'Agence des services frontaliers du Canada. Il n'y a aucune instance indépendante qui contrôle ces pratiques malgré la magnitude de ces pouvoirs. Je dirais que la détention, si on regarde dans tous les pays, c'est comme un choix de société. Il faut regarder la proportionnalité de cette mesure. Si on regarde au Canada, le plus grand risque évité par la détention, c'est le risque qu'une personne ne se présente pas pour son expulsion. Alors, la question, c'est est-ce que ça justifie vraiment une mesure aussi lourde? Je n'ai pas la réponse parfaite pour vous, mais comme je vous dis, c'est comme un choix de société. Je peux reconnaître que depuis 2016, le gouvernement fédéral a essayé d'apporter certaines améliorations pour, dans leurs mots, rendre la détention plus humaine. Mais il y a des résultats mitigés de cela. Ça inclut un programme d'alternative à la détention, mais seulement une minorité des personnes détenues peuvent avoir accès. Puis il faut se rappeler qu'une alternative à la détention peut être contraignante à la liberté aussi. Aussi, comme plusieurs probablement le savent, le gouvernement investit dans la construction de nouveaux centres de détention. Il y en a déjà un nouveau dans la région de Vancouver, puis un autre qui est censé s'ouvrir dans pas long à Laval pour remplacer le centre actuel. Alors, c'est comme d'investir dans l'infrastructure de la détention en même temps de dire qu'on veut rendre le système plus humain. Je pense qu'à part la détention, il faut aussi regarder tout ce qui est l'aide juridique, représentation juridique, parce que les personnes en détention peuvent avoir des recours en théorie, mais dans la pratique, peuvent avoir beaucoup d'obstacles à vraiment faire appel à ces recours. Et ça peut créer des situations inhumaines et des renvois indignes et dangereux même si les personnes ne peuvent juste pas mettre en application certains recours qui existent en principe. Il faut se rappeler que la détention est reliée directement à tout le système d'immigration. Ce n'est pas chose à part.
Donc, on doit regarder tout ce qui se passe autour de la détention. Est-ce qu'il y a un manque de mécanismes de régularisation, un manque d'accès à l'asile, une application de discrétion trop rigide ou trop limitée, puis des renvois accélérés sans laisser le temps à des personnes de faire appel à des recours. Un problème au Canada, c'est que notre loi dit qu'une personne avec une mesure de renvoi dite exécutoire, selon la loi, doit être renvoyée dès que possible. Ça ne laisse pas vraiment de marge de manœuvre pour l'humanité. Il y a un certain pouvoir discrétionnaire chez les agents, mais s'ils appliquent à la lettre la loi, dès qu'il y a un document de voyage, puis il n'y a aucun obstacle juridique qui empêche le renvoi, ils peuvent acheter le billet d'avion et la personne peut partir sans pouvoir partir en dignité ou encore une fois faire appel à certains recours, même si la personne a vécu très longtemps au Canada. Aussi, si une personne exprime une crainte de partir ou une réticence parce qu'elle a sa vie au Canada, la détention peut des fois être justifiée à cause même de cette crainte. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment, c'est pas juste la détention, mais tout ce qui se passe autour de la détention. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la pandémie quand les renvois reprennent de façon plus importante? Comment ça va évoluer la détention, c'est à voir, mais c'est sûr qu'il va y avoir des situations déchirantes d'expulsion. Il y en a déjà. Je vais juste peut-être terminer. Je sais qu'on a dépassé le temps, puis on veut recevoir des questions. Mais puisque, comme organisme, on a vraiment une certaine préoccupation pour les demandeurs d'asile détenus pour motif d'identité, si je retourne dans le temps, moi, quand j'ai commencé en 2005 chez Action Réfugiés, on venait de recevoir au Canada une visite du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire qui va aller un pays à la fois inspecter un peu qu'est-ce qui se passe en matière de détention. Puis ce groupe de travail a reconnu qu'il y avait des failles importantes dans ce qui trait à la détention pour identité, qu'il n'y avait pas un contrôle adéquat par le tribunal quand ce motif était appliqué par les autorités. Malheureusement, presque 16 ans plus tard, le problème n'a pas été réglé et c'est vraiment une de mes plus grandes frustrations qu'il n'y a pas eu amélioration dans ce dossier particulier. Je sais que c'est un peu complexe, ce n'est pas tout le monde qui va saisir l'enjeu, mais c'est vraiment désolant de constater cela. Alors, je suis désolée de terminer sur un point un peu négatif, mais on est ici pour penser à des stratégies puis apprendre l'une de l'autre. Donc, on pourrait passer aux questions s'il y en a. Bien, merci beaucoup, Jenny. Puis je suis certaine que plein de gens ont des questions. Je vois qu'il y en a dans le question-réponse et dans le chat. Donc, je vais passer la parole à Laurence pour des questions-réponses à Jenny. Oui, merci beaucoup, Jenny, d'avoir partagé ton expérience. Il y a quelques questions sur la détention des enfants. Donc, dans quel contexte un enfant peut être détenu? Quels sont les motifs invoqués? Est-ce que l'enfant est détenu avec ses parents? Dans quelles conditions il est détenu? Je te laisse répondre. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est un autre enjeu que je n'ai pas beaucoup développé, mais qui nous préoccupe quand même beaucoup. Alors, il n'y a aucune interdiction dans la loi pour la détention d'un enfant. Tout ce qui existe dans la loi, c'est un article qui dit que la détention d'un enfant devrait être une mesure de dernier recours. Mais ce n'est pas défini c'est quoi un dernier recours. Donc, ce serait à éviter, mais c'est possible. C'est là où il y a peut-être eu quand même une amélioration. Dans les années précédentes, on voyait des mineurs non accompagnés détenus dans le centre. Là, on ne les voit plus depuis un certain temps. Le gouvernement fédéral a fait certains engagements pour éviter la détention des enfants. Et je dirais que où le gouvernement a réussi le plus, c'était pour ce qui est des mineurs non accompagnés qui sont
qui sont plus dans des alternatives, pris en charge autrement. Ce qui est plus problématique, c'est les enfants qui sont avec leurs parents, qui peuvent parfois ne même pas être détenus, mais dans les mots des autorités, hébergés. Ça veut dire que l'enfant, techniquement, n'est pas détenu, pourrait partir, mais le parent ou les parents étant détenus, dans la réalité, l'enfant n'a pas de choix. Puis même s'il y avait un choix, ce serait un choix déchirant de laisser son enfant partir avec même un membre de la famille. La séparation d'un enfant de son parent par la détention peut être extrêmement traumatique. Donc, ce qu'on voit, c'est la présence d'enfants en détention, mais qui sont de plus en plus hébergés et non détenus, mais la réalité revient à la même chose. On a aussi, je l'ai mentionné, mais on a constaté une augmentation des séparations quand même pour éviter la présence d'enfants en détention. De plus en plus, les autorités demandent aux parents de trouver d'autres solutions ou parfois, c'est même les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient dans une quasi-prison avec eux. Mais encore une fois, ça crée des situations vraiment déchirantes. Il y a eu une directive des autorités émise en fin 2019 qui donnait aux agents vraiment des lignes directrices à suivre pour éviter non seulement que les enfants soient en détention, mais les séparations familiales aussi. Mais on a vu beaucoup de problèmes avec l'application de cette directive. Et après la directive, il y a même eu une augmentation du nombre d'enfants en détention. Merci, Jenny. Il y avait aussi des questions concernant l'aide juridique. Donc, comment les personnes peuvent accéder à l'aide juridique, notamment avant la COVID, mais aussi peut-être en ce moment avec la COVID. Est-ce que le service d'aide juridique est directement en détention? Puis comment les personnes font pour défendre leurs droits lorsqu'elles sont détenues? Mm-hmm. C'est vraiment une bonne question, puis c'est un sujet assez complexe. Alors oui, en principe, les personnes détenues ont accès à l'aide juridique. Les numéros de téléphone du Bureau de l'immigration de l'aide juridique sont affichés au centre. Puis, en principe, une personne détenue pourrait communiquer avec eux pour avoir les conseils d'un avocat. Ça marche dans plusieurs cas. On rencontre quand même certaines personnes qui n'arrivent pas à communiquer avec eux. Comme ça a été mentionné, il peut y avoir des barrières linguistiques qui font en sorte que la communication téléphonique est difficile, sinon impossible. Donc, des fois, il y a un délai avant de se connecter avec un avocat. Les avocats peuvent être présents au tribunal. C'est par téléphone. Depuis la pandémie, ça ne se passe pas sur place au tribunal. Puis, ils ont commencé à tenir certaines audiences par MS Teams, donc virtuelles, mais ce n'est pas encore systématique. Alors, parfois, la personne sans avocat va être connectée avec un avocat de l'aide juridique au moment de l'audience. Puis, au moins, il y a un interprète qui est là. Mais il y a beaucoup de difficultés en termes de communication créées par la COVID. Mais même avant la COVID, comme j'ai dit, les personnes en détention ont un nombre limité de téléphones. Puis quand il y avait autour de 90-100 personnes qui partageaient quelques téléphones, le contact avec l'avocat pouvait aussi être difficile. Puis des personnes nous disaient avoir de la difficulté. Un autre aspect, à part la communication, c'est que l'aide juridique ne couvre malheureusement pas toutes les personnes. Donc, pour avoir accès à l'aide juridique, il y a certains critères financiers. Une personne qui vient d'arriver au Canada, en général, va y avoir accès, mais une personne qui habite même son statut au Canada depuis un certain temps doit démontrer comment elle a subvenu à ses besoins. Puis, dépendamment des barèmes, peut ou pas être éligible à l'aide juridique. En général, ça va pour ce qui est des audiences de détention. La majorité des personnes réussissent à trouver un avocat pour les représenter pour la détention. Mais comme j'ai dit, ce n'est jamais juste la détention.
il y a toutes sortes de procédures autour. Si une personne veut éviter son renvoi, veut faire des mesures exceptionnelles pour ne pas être expulsée ou veut avoir vraiment les meilleures chances possibles pour obtenir un statut au Canada, l'aide juridique ne couvre pas tout, ou ce n'est pas tous les avocats qui vont accepter des mandats de l'aide juridique, ou ce ne sont pas tous les avocats qui peuvent représenter des personnes en détention à cause de tous les obstacles que ça peut présenter. Alors, encore une fois, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et on est souvent confronté par des situations où une personne qui, en principe, devrait être éligible à l'aide juridique n'arrive pas à trouver une personne pour poursuivre les recours qui lui sont possibles. Merci. Il y a beaucoup de questions intéressantes, mais je vois aussi le temps qui avance. Alors, je pense que je vais te diriger plus vers des questions qui parlent du travail d'Action Réfugiés Montréal au niveau du plaidoyer, de la défense de droits. Donc, c'est quelles activités de plaidoyer on fait auprès du gouvernement? Est-ce qu'on le fait du plaidoyer au niveau politique ou plutôt au niveau individuel? Il y a aussi des questions et des personnes qui demandent de quelle façon notre travail est différent de celui du programme de suivi des conditions de détention de la Croix-Rouge canadienne. Qu'est-ce qu'on peut faire si on constate un cas de détention arbitraire? Je te donne la panoplie, puis tu choisis comment tu réponds. Puis, je te laisse avec ça. Bien, merci. Comme a mentionné Colette au tout début, on est très impliqué avec le Conseil canadien pour les réfugiés et souvent nos activités de défense des droits se font en concertation avec eux et avec d'autres membres à travers le Canada impliqués dans les enjeux de la détention. Des fois, ce sont des interventions directement avec le gouvernement pour signaler des problématiques, faire des commentaires, des observations sur nos préoccupations. On le fait comme Action Réfugiés aussi à certaines tables rondes, plus dans la région, où on a accès à certains représentants gouvernementaux. Mais c'est sûr que ce n'est pas assez. Donc, avec le CCR, on a contribué à certains rapports pour vraiment exposer des problématiques. Notamment, on en a contribué à un sur les enfants. Donc, tout ce qu'on a discuté par rapport aux enfants, détention, hébergement, séparation. Le CCR a fait un rapport en 2019. Je pense que Laurence peut partager le lien avec vous. Et on a contribué beaucoup à ce rapport parce que la majorité des problèmes étaient présents dans la région du Québec par rapport au reste du Canada. Alors, c'est de différentes façons. Des fois, on va aller rencontrer des députés pour faire part de nos préoccupations, puis pour savoir comment passer le message aux décideurs au sein du gouvernement. On essaie vraiment par de multiples façons. Ce n'est pas facile. Et on cherche toujours de meilleures stratégies. On a fait des sorties dans les médias pour parler de certaines choses, mais souvent, les médias, ils sont intéressés, puis après, ils passent à autre chose. Puis ça n'a pas l'effet désiré de ce qu'on a voulu dénoncer. On a parlé des conditions de détention, l'usage d'entraves, famille en détention, puis ça ne change pas nécessairement. On avait beaucoup aussi dans les années du gouvernement conservateur qui précédait les libéraux. Il y avait eu beaucoup de changements extrêmement difficiles en termes de détention, notamment l'introduction de la détention obligatoire. Alors, les efforts de défense des droits pendant plusieurs années, c'était plus pour éviter de plus gros problèmes que d'améliorer la situation. Alors, voilà, je pense que je pourrais parler toute une journée longue de tout ça. Il y a différentes approches, il y a différents points de vue, puis on est très intéressé à échanger sur ces sujets après le webinaire, si possible. Pour ce qui est de la Croix-Rouge, c'est très différent parce que la Croix-Rouge a un accès, je dirais, plus privilégié à ce qui se passe en détention parce qu'ils ont un mandat officiel
de surveiller les conditions de détention. Ils peuvent avoir des réponses à des questions que nous, on ne peut pas avoir. Tout ce que nous, on a, c'est l'accès pour aller faire notre travail. Par contre, la Croix-Rouge visite le centre à Laval 3-4 fois par année, alors que nous avions l'habitude d'aller 2 fois par semaine. Donc, c'est sûr qu'on est confronté par des choses qu'ils ne vont jamais voir. D'ailleurs, on les rencontre parfois pour partager nos observations, pour s'assurer qu'ils soient au courant de ce qui se passe entre leurs visites. C'est dommage parce que les personnes détenues n'ont pas de moyen de communiquer directement avec la Croix-Rouge. Donc, s'il y avait un enjeu vraiment sérieux entre les visites, les personnes détenues n'auront pas le moyen de les signaler à la Croix-Rouge. Leurs rapports aussi sont maintenant publics un peu, mais pas toutes leurs recommandations. La majorité sont faites directement au gouvernement et on attend leur dernier rapport sur le programme de surveillance. Donc, je dirais que nous, on est petits, on a moins de ressources, mais on a une beaucoup plus grande présence. D'accord, merci Jenny. Je vais laisser Laurence poser une dernière question. Il y en a beaucoup. On est désolé de ne pas pouvoir tout y répondre, mais c'est vraiment génial que vous ayez cet intérêt. Et puis ensuite, ça va être la fin parce qu'il est presque 13 heures. Donc, voici, je te passe la parole, Laurence. Oui, il y a une question que moi, je trouve intéressante, en tout cas, qui demande si la pandémie a créé des précédents juridiques pour permettre une lecture du droit plus respectueuse des conditions humaines ou de prioriser davantage les alternatives à la détention à l'avenir. Je trouve que c'est intéressant parce que je sais que ça a été quelque chose qui a été discuté un peu dans les médias. Puis bon, je te laisse donner ton opinion là-dessus. Non, c'est une super question. On n'est pas des juristes chez Action Réfugiés, mais on avait aussi l'habitude d'aller observer les audiences au tribunal et on porte une attention particulière à cet aspect-là. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qu'on vulgarise aux personnes détenues, les procédures décisionnelles. Dans les critères que tiennent en compte les décideurs, la condition humaine de la personne n'est pas nommée. Et alors, ça a été difficile, une femme enceinte, une personne handicapée, une personne malade, une personne traumatisée, de soulever ça devant le tribunal. Ce n'était pas nécessairement pris en considération comme un facteur clé dans la décision. Ce qui est intéressant avec la COVID, c'est qu'on a vu que c'était beaucoup plus explicitement considéré par les commissaires. Et si on regarde les critères, il est mentionné que les critères pris en considération ne sont pas exhaustifs. Alors, la condition humaine n'est pas là de façon explicite, mais si la liste explicite n'est pas exhaustive, alors rien n'empêche les personnes de soulever des points, puis les décideurs, ultimement, de les prendre en considération. Alors, il est effectivement possible que la COVID change un peu les mentalités au tribunal, même peut-être chez les agents frontaliers, je ne sais pas, chez les conseils juridiques qui vont peut-être oser faire des arguments différents et chez les personnes détenues aussi qui devraient pouvoir parler de leurs conditions humaines devant le tribunal. Alors, il y a eu une recherche sur les changements décisionnels qui a été faite par deux chercheurs juridiques. Laurence, je ne sais pas si tu as l'article pour partager. Alors, certaines personnes pensent que oui, il y a eu des changements qui vont persister après, mais reste à voir quand on retourne un peu à la vie normale, est-ce que ça va vraiment changer des choses? Ça dépend des fois des conseils juridiques d'être proactifs puis de faire de nouveaux arguments pour tester un peu la considération du tribunal. Je sais qu'on arrive à la fin, mais si vous avez d'autres questions, puis je suis désolée qu'on n'a pas pu répondre à plusieurs, n'hésitez pas à communiquer avec nous par la suite. Je pense qu'un début, c'était créer un dialogue. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, moi et Laurence, puis on va essayer de vous répondre comme on peut. Merci beaucoup, Jenny. Mais en fait, je dirais deux choses. Si tu es disponible, tu pourrais continuer à discuter dans le chat avec les gens. C'est comme tu veux, Jenny. Mais sinon, si tu ne peux pas, je t'inviterais à mettre ton courriel. Peut-être, Laurence, mettre ton courriel et celui de Jenny dans le chat.
pour que les gens puissent vous poser des questions. Donc, dis-moi, est-ce que tu es disponible pour rester ou pas du tout? Non, je peux rester un peu. OK, Puis là, je ne regardais pas les questions parce que je laissais Laurence gérer, mais c'est sûr qu'il y a des questions qu'on pourrait répondre. Je Ouais, dirais peut-être une dizaine de minutes, Jenny, là, c'est bon. Mais je voudrais quand même, avant de te relaisser la parole, Jenny, puis peut-être Laurence ensuite lui poser une autre question, puis ça peut continuer encore un petit peu, comme je le disais, une dizaine de minutes. Mais Amnesty International travaille aussi sur certains de ces enjeux-là. Et actuellement, on a une pétition que les gens peuvent signer qui porte sur les personnes qu'on appelle essentielles. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes migrantes qui ont travaillé notamment dans tous les services essentiels, dont la santé, pendant la pandémie, puissent obtenir un statut compte tenu de la pandémie qui est vraiment un événement que personne n'avait vu venir. Et on invite les gens, là, avec l'adresse que vous avez là, au bas de la diapositive, à venir signer la pétition. On pense que c'est super important et il faut le faire maintenant. Donc, voilà. Cela étant dit, je pense, Jenny, que tu pourrais continuer avec Laurence pour les questions que les gens auraient encore qui peuvent te poser. Oui, donc c'est un peu, Jenny, ça dépend de quoi tu veux parler. Il y a des questions, d'autres questions de plus sur un peu sur les enfants, donc comment le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en compte quand l'enfant est en détention. Est-ce qu'il y a des programmes pour les enfants hébergés dans les centres? Peut-être tu peux commencer avec ça parce que c'est une question que tu connais bien. Oui, ben, pour ce qui est de l'intérêt supérieur de l'enfant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un facteur qui est vraiment ancré dans notre loi sur l'immigration qui devrait être pris en considération à tous les niveaux. Pour ce qui est de la détention, dans le passé, c'était plus considéré pour les enfants détenus. Donc, les enfants hébergés, c'était moins un facteur, encore moins pour les enfants séparés. Mais il y a eu un cas devant la Cour fédérale il y a quelques années qui a changé cela, puis un juge de la Cour a obligé l'Agence des services frontaliers à prendre en considération l'intérêt des enfants séparés de leurs parents. Alors, ces enfants n'étaient encore en théorie plus visibles, mais en pratique, il faut que la personne détenue et son conseil parlent de ses enfants puis des conséquences. Si la personne détenue ne sait pas qu'elle peut en parler, que ça peut être pris en considération, des fois, dans la réalité, les enfants restent invisibles dans les faits. Alors, il y a beaucoup de sensibilisation à faire parce qu'il y a quand même eu un certain progrès dans tout le cadre juridique. Pour ce qui est des programmes, malheureusement, il n'y a pas de programme offert aux enfants à part un certain service éducatif qui est donné aux enfants d'âge scolaire après une semaine de détention. Mais ce n'est pas la même chose que d'aller à l'école. C'est quelques heures, en général, c'est 2-3 heures par jour. Et c'est tous les enfants ensemble, peu importe la langue maternelle, le niveau, l'âge. Donc, il y a une enseignante qui va venir donner quelques leçons aux enfants, mais il n'y a rien, par contre, pour les enfants qui n'ont pas l'âge scolaire. Et il y a très souvent de très jeunes enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis une vraiment triste ironie de la détention, c'est que parfois, plus il y a des familles, plus il y a une certaine socialisation pour les enfants parce qu'ils vont jouer ensemble. Quand il y a juste une famille, parfois il va y avoir une mère avec son très jeune enfant, puis ils vivent une solitude vraiment extrême parce que la mère n'a pas de contact avec les autres femmes détenues, puis l'enfant n'a aucun contact avec d'autres enfants. Alors, voilà, il y a un certain service éducatif, mais c'est limité. Merci. Peut-être une autre question plus spécifique sur la détention.
Est-ce qu'il existe des recours pour les demandeurs d'asile qui ont été traumatisés par la détention? Bon, c'est une très bonne question. S'ils passent au PRIDA pour voir une TS au PRIDA, très souvent, ils vont en parler. Puis j'ai entendu plusieurs TS du PRIDA dire que les personnes qui sortaient de la détention avaient beaucoup à dire sur leur expérience. Malheureusement, s'il n'y a pas assez de facteurs pour que la personne soit prise en charge, des fois, ce sont quelques rendez-vous seulement avec beaucoup d'autres sujets à traiter. Donc, la personne n'a pas nécessairement l'opportunité de vraiment ventiler, exprimer, explorer ses émotions comme il faut. Est-ce que c'est un critère en soi pour recevoir une certaine thérapie? Je pense que ça dépend. Il y a le Rivo aussi qui va offrir une thérapie à certains demandeurs d'asile. C'est sûr que si une personne vit des traumatismes aggravés ou provoqués par sa détention, ça peut être un facteur qui encourage la référence au Rivo. Donc, il y a certains services, oui, qui existent, mais je dirais que ce n'est pas du tout systématique. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais en parler à quiconque, puis certaines aussi qui gardent une certaine honte de cette expérience, qui ne veulent pas en parler, ce qui est vraiment dommage. Alors, c'est comme oui et non, il devrait y avoir plus de solutions, justement. J'ai mis dans le chat le lien vers l'organisme Rivo, mais bien entendu, comme beaucoup de ressources en santé mentale, il y a des listes d'attente et c'est difficile d'y avoir accès. Une autre question qui est arrivée plus tôt pendant que tu parlais avant la période de questions, c'est par rapport à est-ce qu'il y a eu des décès dus à la maltraitance dans ces lieux de détention? Puis si oui, est-ce que les personnes décédées se font toujours expulser ou bien si elles sont enterrées ici? Il y a eu des décès, surtout en Ontario. C'est là où il y a eu vraiment que c'était rendu public. Alors oui, pas nécessairement, je ne peux pas dire la cause, mais il y a eu, c'est surtout ça qui a provoqué un certain virement du gouvernement fédéral en 2016. C'était après quelques décès de suite dans la région d'Ontario de personnes qui étaient détenues. Qu'est-ce qui se passe après le décès? C'est une bonne question. Je pense que c'est du cas par cas si les autorités arrivent à rejoindre les proches de la personne, si les proches sont ici, si les proches sont dans un autre pays. Je sais que les services consulaires du pays peuvent être impliqués aussi, donc c'est vraiment cas par cas, il n'y a pas une réponse au décès. Il y a eu un cas d'un suicide, c'était vraiment une situation déchirante à Vancouver. C'était déjà il y a 7 ans d'une femme du Mexique qui a été arrêtée après une intervention par la police de transit, du système de transit de Vancouver. Ils ont fait un contrôle pour, je pense, non-paiement de tarifs. Puis elle a fini par être arrêtée pour renvoi. Et elle s'est suicidée dans le centre de détention à Vancouver. Il y a eu une enquête du coroner après qui était assez exceptionnelle. C'est pas quelque chose qui se passe dans chaque cas. Et ça a rendu public beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé, le traitement de cette personne. Donc, je vous encourage à aller, elle s'appelait Madame Vega Jiménez. Je vous encourage à aller lire. Il y a des choses, on peut même lire les recommandations du coroner par rapport à ça. Je ne suis pas au courant s'il y a eu des enquêtes publiques sur les autres décès. Puis, beaucoup de personnes ont critiqué le gouvernement justement du manque de transparence. Je me rappelle avec la situation de Mme Vega Jiménez, ça a pris, je pense, 1 mois
avant que c'était rendu public qu'elle était décédée en détention. Désolée, c'est comme une question, je sais que je n'ai pas répondu totalement à la question. C'est plus des pistes pour aller en savoir plus. Mais merci pour la question. Une autre question, une grosse question en fait, là, mais je pense que c'est bien de se la poser. Considérez-vous que le Canada répond aux normes internationales en matière de détention en contexte migratoire? Selon ce que tu sais. C'est une bonne question. Je ne suis pas experte en droit internationaux, mais je vais revenir à ce que j'ai mentionné sur le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, qui justement va aller voir si les différents pays respectent les droits fondamentaux internationaux. Puis surtout dans ce qui traite de détention arbitraire, une détention ne devrait jamais être sans motif et devrait toujours avoir un certain contrôle judiciaire ou autre. Et ce que le groupe a trouvé, c'était pour justement des cas d'identité, qu'il n'y avait pas un recours adéquat parce que le motif en soi n'était pas contrôlé par les autorités. Donc, c'est leur avis. Ça n'a pas nécessairement eu d'écho dans des changements par la suite. Mais pour moi, c'est un exemple où la loi canadienne n'est pas au niveau des lois internationales partout. Puis ce n'était pas le seul exemple. Moi, je me suis accrochée sur ça parce que c'était un intérêt particulier pour moi. Mais si vous allez lire le rapport, c'est public. Il y a d'autres critiques et recommandations du Canada aussi. Alors, je peux me baser sur ces experts pour dire non, que le Canada ne respecte pas en matière de détention tous les droits fondamentaux. Il y a des améliorations à apporter, mais comment faire respecter ces avis-là, ces opinions juridiques? Les Nations unies, en général, vont faire des recommandations aux pays membres, puis c'est aux pays membres de les incorporer dans leur loi domestique. Des fois, ça arrive, des fois ça n'arrive pas. C'est pas comme si le Canada va toujours faire ce que les différents comités des Nations unies vont recommander. Alors, merci beaucoup, Jenny. Il y a beaucoup d'autres questions, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de te les poser. Merci beaucoup de l'intérêt de tout le monde à cette question qui est quand même importante. On a mis les courriels de Jenny et de Laurence dans le chat. Je vous invite tout le monde à pouvoir les contacter si vous avez beaucoup d'autres questions. Puis je vous invite aussi à suivre leur site web et le site web d'Amnesty International pour toutes les questions qui portent sur la migration, la détention au Canada. C'est des questions importantes et je remercie tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, merci et surtout à bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Colette, et à tes collègues. Merci.